Si vous étiez pris au piège dans un sous-sol inondé rempli d'alligators mangeurs d'hommes, que feriez-vous? Un ouragan de catégorie 5 détruit tout sur son passage. Mais avant que cette jeune femme et son père ne puissent s'échapper, ils devront se montrer plus malins que la nuée d'alligators préhistoriques de plus de 350 kilos qui ont pris possession du quartier. Et honnêtement, ce sera encore plus dangereux que ça en a l'air. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment survivre dans le sous-sol de Steve Irwin dans Crawl. Cette fille est sur le point de vivre la pire réunion de famille que vous puissiez imaginer. Ali est une nageuse de compétition à l'Université de Floride et elle se prépare pour un nouvel entraînement matinal. C'est l'heure de sa course et les filles s'élancent dans l'eau comme des fusées. Mais elle perd de justesse face à sa coéquipière dans le couloir d'à côté. Bien qu'elle félicite l'autre fille, la défaite la frappe durement, lui rappelant l'époque où elle était plus jeune et où elle s'entraînait avec son père, qui est maintenant loin d'elle. Elle ne s'en rend pas compte encore, mais elle va bientôt devoir disputer un match pour sa vie. Dans les vestiaires après l'entraînement, Ali reçoit un FaceTime de sa grande sœur Bess, qui vit à Boston. Elle prend des nouvelles parce qu'un ouragan de catégorie 5 s'approche rapidement de leur secteur et qu'apparemment, elle n'a pas réussi à contacter leur père. Le quartier où il vit fait l'objet d'un ordre d'évacuation obligatoire, mais elle craint qu'il n'essaie de quitter la zone de l'ouragan. Et elle demande simplement à Ali de la prévenir si elle a de ses nouvelles. Au lieu de suivre le conseil de sa sœur de rester en sécurité, Ali décide de partir elle-même à la rencontre de leur père, sans se douter qu'elle se dirige tout droit vers un piège mortel digne de ses pires cauchemars. Ok, cette fille est en train de faire une énorme erreur. Sa sœur aînée et les autorités locales essaient de l'alerter pour qu'elle se mette à l'abri. Mais au lieu de ça, elle s'apprête à plonger en plein milieu de cette énorme tempête. Se lancer à la poursuite d'un être cher est probablement la seule raison pour laquelle quelqu'un pourrait ne serait-ce qu'envisager de faire quelque chose d'aussi risqué. Et même dans ce cas, il serait préférable de laisser les secouristes s'occuper de la situation jusqu'à ce que le danger soit écarté. Parce qu'en fait, en l'espace de quelques minutes, cette mission de sauvetage pourrait se transformer en un combat pour votre survie. Pour bien comprendre le danger, il faut d'abord savoir dans quoi elle est en train de s'embarquer. Bon, moi je ne le savais pas avant d'avoir commencé à faire des recherches, mais le nom scientifique de ce type de tempête s'appelle un cyclone tropical. Nous leur donnons des noms différents comme ouragan, typhon ou tempête tropicale en fonction de la force de la tempête et de l'endroit où elle se trouve. Quand un cyclone se forme au-dessus de l'océan Atlantique, comme ici sur la côte est de la Floride, nous l'appelons un ouragan. L'élément le plus important pour qu'un ouragan se forme est l'air chaud de l'océan. C'est pourquoi aux États-Unis, ils se produisent toujours pendant les mois les plus chauds, de début juin à fin novembre. L'ouragan apparaît quand l'air chaud de la surface de l'océan monte dans la partie inférieure de l'atmosphère, la troposphère, et crée une zone de basse pression en dessous. De l'air supplémentaire s'engouffre dans cette zone, se réchauffe et remonte, créant une réaction en chaîne tourbillonnante qui fait que la tempête devient de plus en plus puissante. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans de bonnes conditions, ces tempêtes peuvent continuer à se développer et devenir des phénomènes météorologiques parmi les plus terrifiants de la planète. Nous utilisons un système de mesure appelé l'échelle de Saffir-Simpson pour classer les ouragans en fonction de la vitesse maximale de leur vent soutenu, allant de tempêtes de catégorie 1 pour les moins intenses jusqu'aux tempêtes de catégorie 5, ce qui est précisément ce à quoi Ali s'apprête à être confrontée. Les tempêtes de catégorie 5 comme celle-ci sont incroyablement dévastatrices, avec des vitesses de vent atteignant plus de 250 km/h et des crues soudaines qui entraînent une montée des eaux côtières de plus de 10 mètres, soit la hauteur d'une maison de 2 étages. Ces tempêtes sont considérées comme catastrophiques en termes de dégâts occasionnés quand elles touchent terre, et elles peuvent facilement rayer de la carte des quartiers entiers en un clin d'œil. En fait, quand un puissant ouragan a frappé la ville de Galveston au Texas en 1900, entre 8 000 et 12 000 personnes ont perdu la vie, ce qui en a fait la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. C'est vraiment terrifiant quand on y pense. Mais Ali devrait déjà bien connaître les dangers de ce type de tempête, vu que c'est en Floride, son état d'origine. Et que c'est en Floride que plus de 40% des ouragans américains atteignent les côtes. Si vous cherchez une raison de ne pas vivre dans cet état, je dirais que c'en est une très bonne. En ignorant les ordres d'évacuation pour partir à la recherche de son père, elle va s'exposer à des crues soudaines qui peuvent emporter des maisons entières, et à des vents capables d'arracher les arbres du sol et de les projeter en l'air comme des missiles. Elle devra trouver un moyen de contourner ces inondations et d'éviter de se faire arracher la tête par des débris volants, ce qui relèvera plus ou moins de la simple chance. Si vous vous retrouvez un jour dans la zone dangereuse d'un ouragan, ne faites pas comme Ali. Suivez les ordres d'évacuation immédiatement si c'est ce qu'on vous dit de faire.
Sinon, abritez-vous dans la partie la plus solide de votre maison, loin des fenêtres et des portes vitrées. Et tenez bon jusqu'à ce que la tempête passe et que les secours puissent vous rejoindre. Essayer de sauver son père, c'est courageux, mais c'est aussi un excellent moyen de se faire tuer. Et Ali ne tardera pas à réaliser que la tempête n'est pas la seule force de la nature dont elle va devoir s'inquiéter. Au bout d'un moment, elle arrive à un carrefour où la circulation est bloquée à cause d'une voiture renversée. Et un des officiers présents sur les lieux se trouve être l'ex-petit ami de sa sœur, Wayne. Ali tente d'expliquer sa situation, mais elle ne parvient pas à le persuader de la laisser aller plus loin. Il lui répond que c'est son travail de la garder en sécurité avant tout, mais il lui promet d'aller voir son père en personne s'il en a l'occasion. La jeune femme ne se satisfait pas de cette attente, et elle décide rapidement de s'engager sur un chemin de terre pour contourner le barrage. Et les officiers sont trop occupés avec les autres pour pouvoir l'arrêter à temps. Elle arrive à l'appartement de son père en un seul morceau, mais elle trouve l'endroit complètement vide. Pour elle, tout indique qu'il s'est rendu dans leur ancienne maison familiale. Après un appel rapide à sa sœur, elle décide que c'est le meilleur endroit où aller. Avec Sugar, le chien de son père qui l'accompagne, Ali reprend la route en voiture en direction de leur ancien quartier. Elle aperçoit le véhicule professionnel de son père dans l'allée de son ancienne maison. Il doit être à l'intérieur. Alors Ali envoie un texto à sa sœur pour lui donner des nouvelles. Et Ali et Sugar vont voir ce qu'il en est. À l'intérieur de la maison, elle essaie de nouveau d'appeler son père, mais il n'y a toujours aucune trace de lui. Ali décide alors de l'appeler par téléphone. Et cette fois-ci, elle l'entend sonner. Et le retrouve caché sous un torchon près de l'évier de la cuisine. Elle écoute attentivement et entend quelque chose de bizarre. C'est de la musique rock qui vient de quelque part en bas. À ce moment-là, Sugar commence à aboyer depuis une autre partie de la maison. Et alors que Ali va voir ce qui se passe, une énorme branche d'arbre vient s'écraser directement à travers la fenêtre, lui faisant une peur bleue. Il est clair que la tempête continue de prendre de l'ampleur, mais le danger ne fait que commencer. Ali suit Sugar jusqu'au garage où elle trouve le chien qui regarde fixement dans un vide sanitaire sous la maison. Après avoir appelé et n'avoir obtenu aucune réponse, Ali allume la lumière de son téléphone pour mener l'enquête par elle-même. Et elle descend dans le trou. Mais ça, ce sera sa plus grosse erreur. Ok, Ali est plus courageuse que moi, parce qu'il n'y a aucune chance que j'aille là-bas sans me préparer sérieusement. Je comprends qu'elle manque de temps et qu'elle veuille sauver son père, mais il n'y a pas besoin de savoir qu'on est dans un film d'horreur pour se rendre compte du danger qui nous guette. Entre son pick-up à l'extérieur et le son d'une radio venant d'en bas, tout indique que son père est là. Mais il ne réagit pas quand elle l'appelle, et il n'a pas répondu à un seul des appels de ses filles depuis plusieurs heures maintenant. Ce qui veut dire qu'il lui est forcément arrivé quelque chose de grave. Même s'il n'a fait que se cogner la tête et s'assommer, il aura probablement besoin d'aide. Alors avant d'aller voir là-dessous, je commencerai par contacter ma grande sœur encore une fois. Je l'informerai de ce qui se passe, et je lui dirai d'envoyer de l'aide si elle n'a pas de nouvelles de moi dans les 10 minutes. De cette façon, si je me retrouvais moi aussi en difficulté, il y aurait au moins des secours en route. Vu la tournure des événements à l'extérieur, descendre sous le niveau du sol, c'est s'attirer des ennuis. Elle pourrait facilement se retrouver piégée par la tempête, et si personne d'autre ne sait qu'elle est là en bas, ce sera la fin du match. En plus, le mauvais temps n'est pas la seule chose qu'elle devrait craindre. Tous ceux qui connaissent la Floride savent que les destinations de vacances comme Miami Beach et Disney World ne représentent qu'une toute petite partie du tableau. Le reste de l'État est en quelque sorte l'île du crâne. Nous parlons ici de plusieurs espèces de serpents venimeux, d'insectes mortels, de pythons birmans envahissants qui peuvent atteindre plus de 5 mètres de long, et bien sûr de la mascotte non officielle de l'État, l'alligator américain, sur lequel nous reviendrons bien assez tôt. Cela étant dit, vous ne me verriez pas mettre un seul doigt de pied dans ce sous-sol, à moins d'être équipé d'un lance-flamme militaire. Bon d'accord, c'est peut-être un peu exagéré, mais toute plaisanterie mise à part, si j'étais Ali, je préviendrais en tout cas ma sœur de ce qui se passe. Et je jetterais au moins un coup d'œil dans le garage pour trouver quelque chose comme une hache, une machette, ou même une baguette kayak que je pourrais utiliser pour me défendre en cas de danger. Juste pour plus de sûreté. Après tout, il vaut mieux prévenir que guérir. Une leçon que Ali est sur le point d'apprendre à ses dépens. Elle commence à chercher prudemment son père dans le vide sanitaire en suivant le son de la musique, jusqu'à ce qu'elle découvre enfin la source du bruit. Une radio portable toujours allumée. Il doit être ici quelque part, et quand elle se retourne, elle remarque une paire d'empreintes de mains ensanglantées sur les tuyaux au-dessus de sa tête. Comme s'il avait été attaqué par quelque chose. C'est alors qu'elle l'aperçoit inerte à quelques mètres de là, dans une autre partie du sous-sol, et elle se précipite pour voir si elle peut l'aider. Quand elle arrive enfin près de lui, son père est sans connaissance, mais elle sent qu'il respire toujours et qu'il a encore un pouls. Quand elle l'examine, elle remarque qu'il a une énorme blessure à l'épaule et se rend compte qu'elle doit l'emmener immédiatement à l'hôpital. Sinon, il sera fichu.
Mais juste au moment où elle pense qu'ils vont s'en sortir, leur invité indésirable fait sa première apparition, démolissant l'ensemble de l'escalier en fonçant sur eux. C'est un alligator américain géant, et s'ils ne font pas vite, il va les dévorer tous les deux vivants. Ok, qui a appelé Croquis? C'est quand les choses semblent ne pas pouvoir empirer que ce gros bâtard vert vient s'incruster dans la fête. Mais c'est juste la Floride pour eux, j'imagine. Les alligators américains comme celui-ci sont une espèce de grand reptile crocodilien que l'on ne trouve que dans les habitats chauds du sud-est des États-Unis. Présents à l'intérieur des terres et le long de la côte, du sud du Texas jusqu'à la Caroline du Nord, ils sont considérés comme des prédateurs de premier ordre, capables de faire un casse-croûte avec à peu près tout ce qui se trouve sur leur chemin. Bien que leur régime alimentaire se compose principalement d'animaux plus petits, il est arrivé que des êtres humains se retrouvent au menu. Et une rencontre avec l'un d'entre eux peut facilement s'avérer fatale, même s'ils n'avaient pas prévu de vous dévorer au départ. C'est juste parce que ces mastodontes préhistoriques peuvent atteindre une longueur de près de 6 mètres quand ils sont adultes et peser un peu moins de 500 kilos. Même si les dinosaures ont disparu, ces animaux-là nous rappellent à quel point la nature peut être terrifiante. En parlant de terrifiant, la mâchoire d'un alligator américain est équipée de 80 dents menaçantes, spécialement conçues pour s'accrocher à leur proie et ne jamais la lâcher. Les adultes peuvent serrer leur victime avec une force de près de 2000 kg par centimètre carré, ce qui leur confère probablement la force de morsure la plus puissante de tout le règne animal. Bien que vous ne souhaitiez certainement pas vous faire mordre en descendant ici, quand il s'agit d'ouvrir leur mâchoire, leurs muscles sont en fait extrêmement faibles, et une personne moyenne peut facilement tenir sa bouche fermée à la main ou avec du ruban adhésif. Enfin, ça c'est si vous êtes assez courageux pour vous en approcher pour commencer. La façon de s'éloigner en toute sécurité est une autre question, mais c'est déjà un début de savoir ça. Ça veut dire que si Ali et son père travaillent ensemble, ils pourraient utiliser un des câbles exposés qui pendent en bas ou même sa ceinture à outils pour attacher les mâchoires de l'alligator, éliminant ainsi la menace. Le plus difficile sera de trouver la bonne occasion. Mais si vous tirez parti des comportements naturels de l'alligator, il y a en fait plusieurs façons d'aborder la situation. Ce sont des animaux à sang froid et au métabolisme extrêmement lent. Les alligators peuvent rester longtemps sans manger. Mais ils ont aussi besoin de se reposer souvent pour conserver leur énergie. Ce qui veut dire qu'ils passent jusqu'à 17 heures par jour à dormir. C'est la nuit qu'ils chassent le plus activement. Et comme nous sommes encore en début d'après-midi, Ali pourrait avoir une chance de prendre cet animal par surprise. Mais ce sera plus facile à dire qu'à faire, parce que dans le cadre de leur adaptation à la survie, ils ont développé des sens extrêmement aigus de la vue, de l'odorat, de l'ouïe et du toucher. Ce qui leur permet de détecter facilement les proies et les menaces potentielles. Une possibilité serait de lancer un objet dans la direction opposée pour faire diversion, puis de se glisser prudemment derrière l'animal, puisque le seul endroit que les alligators ne peuvent pas voir est celui situé directement derrière eux. En réalité, les alligators sont des prédateurs embusqués, ce qui veut dire qu'ils préfèrent laisser leur proie venir à eux plutôt que de les poursuivre activement. Si c'était le cas, la solution la plus simple serait de rester à l'écart et d'attendre la bonne occasion pour trouver une sortie. Mais cet alligator semble plus que ravi de les poursuivre, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour Ali et son père. Même s'ils ne ressemblent pas à des sprinteurs olympiques, les alligators sont extrêmement rapides sur Terre, et ils peuvent atteindre une vitesse de près de 17 km/h dans de courtes rafales. La bonne nouvelle, c'est que leurs pattes courtes et leur corps trapu ne leur permettent pas de maintenir facilement cette vitesse, ce qui fait qu'ils s'épuisent rapidement. Bien qu'il s'agisse d'une approche risquée, Ali pourrait attirer l'alligator dans une course-poursuite, tout en utilisant la disposition des tuyaux et des poutres de soutien dans le sous-sol pour éviter de le laisser s'approcher trop près. Une fois que l'alligator sera bien fatigué, il sera plus facile de prendre le dessus, et de le mettre hors d'état de nuire en lui fermant les mâchoires, ou de l'éviter tout simplement pendant qu'elle cherchera un autre moyen de sortir. Si le pire des scénarios se produit et que Ali se fait attraper, elle devra adopter la même approche qu'avec un ours noir et se défendre de toutes ses forces. Il est pratiquement impossible de battre un lézard tueur lourdement blindé dans un combat à mort. Mais il n'est pas nécessaire de gagner le combat pour survivre. Il vous suffit de convaincre l'alligator que vous lui causez plus d'ennuis que ce que vous valez pour qu'il vous laisse tranquille. Selon les experts, se concentrer sur les points faibles de l'alligator, comme son museau et ses yeux, devrait suffire. Mais même si vous réussissez à le repousser, vous risquez de souffrir de graves blessures. Dans l'ensemble, les choses ne se présentent pas très bien pour Ali et son père. Mais s'ils peuvent éviter de se faire prendre dans ses mâchoires et utiliser les faiblesses naturelles de l'alligator contre lui, ils pourront peut-être sortir de ce soubassement en vie. Terrifiée, Ali commence à tirer son père dans la direction opposée aussi vite qu'elle le peut. Mais le monstre se rapproche lentement. Quand il est sur le point de les attraper, elle parvient à se réfugier dans la zone où elle a trouvé son père. Et l'alligator est obligé de faire demi-tour, incapable de passer sous l'espace entre le sol et les tuyaux.
Ils sont en sécurité, du moins pour l'instant. Mais les choses ne feront qu'empirer au fur et à mesure qu'ils resteront en bas. Ils doivent donc absolument trouver un moyen de sortir d'ici rapidement. Pendant un moment, Ali reste assise là à se demander où tout ça a mal tourné, alors que la tempête continue de s'intensifier à l'extérieur. Et l'alligator les observe silencieusement depuis l'autre extrémité du sous-sol. Tout à coup, son père commence à reprendre ses esprits. Dès qu'il se rend compte de l'endroit où il se trouve, il essaie de mettre Ali en garde contre l'alligator, mais il ne lui dit rien qu'elle ne sache déjà. Inquiet, il essaie de l'encourager à sortir de là et à se sauver, elle, mais elle refuse de le laisser derrière elle. Pendant qu'ils discutent, Ali remarque qu'il est également blessé à la jambe, avec un os qui a même traversé la peau, et il explique que c'est arrivé quand l'alligator a essayé de l'entraîner plus loin. Ils sont en sécurité tant qu'ils restent de ce côté-ci des tuyaux, mais tous les deux savent qu'ils ne pourront pas rester là indéfiniment. C'est alors que le téléphone de Alice met à sonner, mais elle l'a fait tomber pendant la course-poursuite. Elle décide tout de même d'aller le chercher malgré le danger évident et le fait que même s'ils peuvent appeler de l'aide, il est peu probable que quelqu'un puisse venir les chercher à cause de la tempête. Réalisant qu'il ne pourra pas l'arrêter, Dave lui montre le chemin le plus sûr, et il lui rappelle de garder un œil sur l'alligator puisqu'il peut encore la voir même dans l'obscurité. Après avoir rampé dans la boue, Ali parvient enfin à trouver son téléphone qui, heureusement, fonctionne toujours. Elle s'apprête à appeler la police, mais s'arrête à la dernière seconde pour s'assurer que le bruit n'attirera pas l'attention de l'alligator. Elle jette un regard autour d'elle et la voie semble libre. Mais au moment où le téléphone commence à sonner, elle entend un grognement reptilien venant de l'obscurité juste derrière elle, et un éclair révèle un deuxième alligator à quelques centimètres de là. Paniquée, Alice précipite vers la sécurité des tuyaux, mais alors qu'elle est sur le point d'y parvenir, l'alligator l'attrape par la jambe et l'entraîne au loin. Elle réussit à se dégager, mais son seul moyen de s'échapper la conduit directement sur le chemin de l'autre alligator, ne lui laissant aucun endroit où fuir. Réfléchissant rapidement, elle utilise un des pièges à nuisibles pour repousser le premier alligator, et en coince un autre au-dessus de la tête du second. Le premier alligator fait rapidement demi-tour et lui coupe la route, la forçant à prendre un autre chemin et écrasant son téléphone au passage pendant qu'il la suit à pas lents. Dans le chaos, elle réussit à attraper un tournevis qui se trouvait à proximité et le plante directement dans l'œil de l'alligator, ce qui lui permet de se glisser dans une petite zone que l'animal ne peut pas atteindre. Maintenant qu'elle est en sécurité pour un petit moment, Ali sort sa lampe de poche pour examiner sa jambe, et ce qu'elle voit n'est pas bon. Elle a été gravement blessée durant l'attaque. Elle utilise donc un morceau de tissu pour arrêter l'hémorragie et pleure à cause de la douleur intense. Pendant ce temps, son père réussit à ramper jusqu'à sa ceinture à outils, où il trouve une lampe de poche incroyablement puissante, ainsi qu'une pelle très résistante. La tempête ne fait qu'empirer, le sous-sol commence à se remplir d'eau, et un message d'urgence est diffusé à la radio, annonçant que tous ceux qui sont encore en ville doivent immédiatement rejoindre une zone surélevée. Mais il est déjà un peu trop tard pour ça. Ok, ça devient incontrôlable. Maintenant, il y en a deux. Un seul alligator, c'était déjà pas mal. Mais maintenant qu'il a un pote, ça leur donne 2 fois plus de raisons de foutre le camp de cette cave dès que ce sera physiquement possible. Et pour ne rien arranger, si les reptiles mangeurs d'hommes ne les attrapent pas, ce n'est qu'une question de temps avant que Mère Nature elle-même ne le fasse. Les alligators peuvent sembler être le problème le plus urgent actuellement. Mais il y a un autre élément qui joue contre eux, et sur lequel ils n'ont absolument aucun contrôle. Et c'est le risque de crue soudaine dû à la montée rapide du niveau des eaux pendant la tempête. Maintenant, si vous êtes un excellent nageur comme Ali, vous vous dites peut-être que vous préféreriez tenter votre chance avec un peu d'eau plutôt qu'avec une machine à tuer reptilienne de 6 mètres de long. Mais la vérité, c'est que les crues soudaines ne sont pas une plaisanterie. En fait, il s'agit du risque météorologique le plus dangereux qui soit, faisant chaque année bien plus de victimes que les ouragans, les tornades, la foudre, et oui, même plus que les attaques d'alligators. Quand une inondation éclair se produit, le niveau de l'eau dans les zones basses peut monter de plusieurs mètres en quelques minutes seulement. Donc, si vous vous retrouvez coincé dans un sous-sol sans possibilité de sortie au moment où les eaux de crue s'abattent sur votre quartier, je pense pas qu'il soit nécessaire que je vous explique pourquoi vous êtes dans la merde. Au train où vont les choses, il leur reste probablement moins de quelques heures avant que le sous-sol entier ne se remplisse d'eau. Ils doivent donc sortir de là maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont peut-être un moyen de le faire. En effet, s'ils étaient coincés là-dedans avec leurs seules mains nues comme outil, ils seraient dans le pétrin. Mais le fait que papa ait trouvé sa ceinture à outils et une pelle a complètement changé la donne. Avec les alligators qui leur bloquent le passage, ils ne pourront peut-être pas atteindre la sortie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas essayer d'en créer une eux-mêmes. Voici le plan. D'abord, Ali doit absolument rejoindre son père. Il est de notoriété publique que l'union fait la force.
Et bien que je n'ai pas l'intention de suggérer qu'elle utilise son père comme bouclier de viande, je dirais que le fait de se regrouper dans notre cas obligerait l'alligator à concentrer son attention sur les deux cibles, ce qui leur permettrait de s'échapper plus facilement s'ils décidaient de réattaquer. De plus, ils pourront se surveiller mutuellement et se maintenir en vie si l'un d'entre eux s'évanouit à cause de ses blessures. Retourner là-bas va être dangereux, mais papa peut utiliser sa lampe de poche pour savoir où se cachent les alligators, et tant qu'Ali se déplace avec prudence, elle devrait pouvoir s'en sortir. En chemin, elle devrait aussi essayer de mettre la main sur cette radio. Comme ça, ils pourront l'utiliser pour écouter les mises à jour météorologiques au fur et à mesure que la tempête progresse, ou peut-être même l'utiliser comme distraction en cas de besoin. Ensuite, nous allons utiliser les outils qu'il a trouvés pour remonter. Quand Ali a été attaquée par le deuxième alligator, nous pouvions clairement voir le soleil briller à travers le plancher juste au-dessus d'elle, ce qui montre qu'il n'y a qu'une couche de planche relativement mince entre eux et le rez-de-chaussée de la maison. À l'aide de la pelle et de tout autre outil utile, ils peuvent rester dans cette zone sûre du sous-sol et percer un trou directement à travers le plancher au-dessus d'eux, ce qui leur permettra de sortir de ce piège mortel. Et je parie qu'ils seront capables de rassembler la force nécessaire pour y parvenir. Ali et son père commencent à travailler ensemble pour savoir où se trouvent les alligators, et ils supposent qu'ils sont toujours quelque part près des escaliers du sous-sol. Voyant là une opportunité, Ali décide de ramper jusqu'à l'avant de la maison pour essayer d'appeler quelqu'un à l'aide. Par chance, il y a effectivement des gens à proximité. Un groupe de jeunes délinquants du coin qui profitent de la tempête pour voler un distributeur automatique de billets à la station-service de l'autre côté de la rue. Alors qu'ils chargent le distributeur dans leur bateau, l'un d'entre eux aperçoit Ali en train de faire des signaux avec sa lampe de poche depuis le soubassement. Ils décident de faire quelque chose de bien et d'essayer d'aider. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Pendant qu'il est distrait, un énorme alligator s'élance sur le bateau et attrape sa petite amie par la jambe. Au même moment, Ali déclenche l'alarme de sa voiture, confirmant à l'homme qu'elle est vraiment prise au piège. Mais quand il se retourne, il voit sa petite amie être transformée en un mets de choix, avant d'être tout à coup entraînée sous l'eau par un autre alligator. Malgré tout, il parvient à s'échapper et retourne en courant vers la station-service pour avertir son jeune frère. Mais juste avant qu'il n'y parvienne, l'alligator revient pour finir le boulot. Le gamin ne peut qu'assister à la scène de l'intérieur alors que son frère est déchiqueté membre par membre, et il comprend rapidement qu'il sera probablement le prochain à subir le même sort. Terrifié, il recule dans une des allées, mais quand il lève les yeux vers un miroir au plafond, il voit un autre alligator qui s'approche par derrière. Avant même qu'il ne puisse réagir, les alligators l'entraînent sous l'eau, le réduisant en lambeaux en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Alors que Ali est encore en train d'assimiler ce qu'elle vient de voir, son père lui crie qu'il y a une autre trappe d'accès près de la cuisine. Elle devra entreprendre un voyage dangereux pour s'y rendre, mais comme le temps s'écoule aussi rapidement que l'eau, ça pourrait être leur seule option. Heureusement, Ali parvient à atteindre la trappe sans encombre, et elle scelle la zone à l'aide d'un des pièges à animaux. Mais elle n'est pas encore sortie de la zone de danger. Quand elle pousse la trappe, elle fait tomber un nid d'araignées qui se mettent à grouiller sur son visage, la plongeant dans une panique totale. Dégoûtée, Ali s'agite dans tous les sens pour essayer de se débarrasser des araignées. Mais elle fait beaucoup de bruit, ce qui risque d'attirer l'attention. Après s'être débarrassée des bestioles, elle parvient enfin à se hisser jusqu'à la trappe. Mais il y a un meuble au-dessus, ce qui ne leur laisse aucun moyen de passer. Frustrée, elle annonce la mauvaise nouvelle à son père, et il décide de trouver un nouveau plan. Ok, leur plan initial n'a peut-être pas fonctionné, mais ils commettent une grave erreur en abandonnant si facilement. Même avec les meubles qui leur bloquent le passage, cette trappe reste probablement leur meilleur moyen de s'échapper. Alors je n'abandonnerai pas avant d'avoir essayé tout ce qui est possible. Tout d'abord, donnons à Ali un peu de crédit. Elle a eu une idée géniale en utilisant la cage à nuisibles pour isoler la zone du reste du sous-sol. Ça l'a mis temporairement à l'abri des alligators. Si c'était moi, j'envisagerais de pousser cette stratégie un peu plus loin et d'utiliser d'autres pièges pour enfermer les alligators pendant qu'ils ne sont pas trop actifs. En créant un itinéraire sûr à travers le sous-sol de la zone où se trouve son père à la zone située sous la trappe. Ça leur permettrait de travailler en toute tranquillité sans être constamment menacés d'être dévorés. Ils pourraient alors se concentrer sur leur sortie de là au lieu de devoir éviter toute nouvelle rencontre avec les alligators. Maintenant, elle n'a peut-être pas réussi à soulever la trappe avec sa force brute parce qu'il y a des meubles dessus. Mais il y a encore une petite chose que j'aimerais essayer. Il serait possible de soulever la trappe juste assez pour faire passer la lame ou le manche de la pelle, puis d'utiliser l'outil comme levier pour soulever la trappe. Avec suffisamment de persévérance, elle pourrait être en mesure d'utiliser cette force supplémentaire pour secouer les meubles et soulever la trappe suffisamment pour qu'ils puissent sortir de là. Bien sûr, il n'y a aucune garantie que ça fonctionne, mais je voudrais au moins essayer avant d'abandonner complètement ce plan-là, particulièrement dans un contexte où leurs options sont déjà aussi limitées. Pendant un moment, il semble que tout espoir soit perdu. Mais juste à ce moment-là, ils entendent le bruit incomparable d'un moteur qui descend la rue. C'est Wayne et un de ses équipiers dans leur bateau de police.
Et quand il remarque la voiture de Ali garée à l'extérieur, il décide de s'arrêter et de vérifier si tout va bien. Quand il frappe à la porte d'entrée, il n'obtient aucune réponse. Wayne décide alors d'entrer et commence immédiatement à fouiller la maison. Au sous-sol, Ali et son père crient et tapent sur les tuyaux, essayant de faire le plus de bruit possible pour que Wayne puisse les trouver. En suivant les bruits, il finit par arriver à la porte de la cave, et il aperçoit Ali par la trappe ouverte. Elle lui crie de ne pas s'approcher davantage, le mettant en garde contre les alligators. Mais il est sur le point de les rencontrer personnellement. Pendant ce temps, à l'extérieur, l'hélice du bateau s'en mêle dans la végétation, ce qui laisse l'autre officier sans moyen de contrôler le canot. Il est obligé de débarquer pour le dégager à nouveau. Mais alors qu'il est dans l'eau, il remarque que quelque chose tire sur la balançoire de la famille. Le policier part donc bêtement vérifier. Mais à peine se rend-il compte de son erreur qu'une nuée d'alligators l'entoure et le met en pièces, arrachant sa tête et ses membres de son corps. Dans la maison, les choses ne vont pas beaucoup mieux pour Wayne. Alors qu'il tente de prévenir l'autre agent, il est tout à coup saisi par un alligator qui s'élance par la trappe, l'entraînant dans le soubassement. Terrifié, Ali se précipite pour l'aider, mais un autre alligator fait surface et attrape Wayne par la tête, lui écrasant le crâne et l'entraînant au loin. Ali n'a d'autre choix que de nager pour sauver sa vie et de retourner vers son père. Mais en faisant ça, les éclaboussures alertent un autre alligator qui se met à la pourchasser. Elle réussit de justesse à le distancer et se met à l'abri juste à temps. À ce stade, Ali a presque perdu tout espoir. Mais après une nouvelle discussion père-fille, elle trouve le courage d'essayer encore une fois. Voici le nouveau plan. Papa va créer une distraction en frappant sur les tuyaux, ce qui devrait donner à Ali une chance de nager jusqu'aux escaliers. Une fois leur stratégie mise au point, son père se met en position et Ali promet de revenir le chercher avant de se lancer. Le père commence immédiatement à frapper sur des tuyaux non exposés avec une brique, créant suffisamment de bruit pour attirer plusieurs alligators. L'un d'entre eux se précipite vers lui en empruntant un passage dégagé. Mais au dernier moment, papa donne un coup de pied dans un étai, enterrant la créature sous les poutres du plancher qui se sont effondrées. Une fois la créature prise au piège, il commence à lui frapper la tête avec une brique avant d'attraper sa pelle et de l'enfoncer à l'arrière du crâne de l'alligator. Il a réussi à tuer une de ces monstruosités, mais il leur reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Pendant ce temps, Ali commence à se diriger prudemment vers la sortie. Pendant un moment, tout semble se dérouler comme prévu. Mais alors qu'elle essaie de garder un œil sur un des alligators, elle recule accidentellement jusqu'à un piège métallique caché sous l'eau. Et le bruit attire l'attention de l'alligator, l'obligeant à se cacher. À présent, Ali se rend compte qu'elle n'a pas d'autre choix que d'essayer de passer par le tuyau d'évacuation du trop-plein. Une option qu'ils ont évitée jusqu'à présent parce que c'est la voie que les alligators ont empruntée pour entrer à l'intérieur, ce qui la rend extrêmement dangereuse. Son père essaie de l'en empêcher, mais elle ne tient pas compte de ses avertissements et s'engage directement au cœur du territoire des alligators. Le chemin est plein de boue et de cadavres d'animaux, et elle tombe sur le corps de Wayne qui flotte à la surface de l'eau trouble. Horrifiée, elle grimpe sur une petite parcelle de terre ferme et se rend compte qu'elle vient de casser un œuf. C'est alors qu'elle découvre qu'il ne s'agit pas simplement d'un passage permettant aux alligators d'entrer et de sortir du soubassement. C'est un foutu nid. Ce qui veut dire qu'il y en a sûrement plein d'autres dans le coin. Ok, il semble que nous sachions maintenant ce qui se passe vraiment ici. Ces alligators peuvent sembler terrifiants, mais la vérité, c'est que tout ça pourrait n'être qu'un gros malentendu. Et malheureusement, il n'y a qu'une seule personne à blâmer. Pour être honnête, il est vrai qu'ils n'auraient jamais pu voir tout ça venir. Mais il est également vrai qu'aucun d'entre eux ne serait dans cette situation sans le bon vieux papa d'Ali ici présent. Je déteste dire ça à Dave, mais tu as merde, mec. Tu as merde. Jusqu'à présent, on ne savait pas vraiment pourquoi ces alligators étaient si agressifs, si ce n'est qu'il s'agissait d'une logique de film d'horreur. Mais maintenant, nous avons un peu plus d'explications. Nous savons que dans le monde réel, les attaques d'alligators sur les humains sont extrêmement rares. Ils ne nous considèrent pas comme des proies et ne deviennent agressifs que s'ils sont provoqués ou si une mère alligator sent que son nid est menacé. Comme Ali et sa famille ne vivaient plus dans cette maison depuis un bon moment, il y a de fortes chances que les alligators s'y soient installés sans jamais s'attendre à ce que des gens passent par ici. Les alligators considèrent probablement que c'est leur maison maintenant. Et quand Dave est arrivé tout à coup pour commencer les travaux, ça a activé leurs instincts territoriaux naturels, ce qui expliquerait leur comportement agressif inhabituel. Comme je l'ai déjà dit, c'est pas comme si Dave avait été conscient qu'il conduirait plusieurs personnes, y compris sa propre fille, dans un piège mortel. Mais le fait est qu'aucun d'entre eux n'aurait jamais mis les pieds ici s'ils ne s'étaient pas laissés emporter par ses sentiments et s'ils n'avaient pas fait un voyage en solitaire nostalgique vers leur ancienne maison. En fait, tout ce carnage est essentiellement le résultat de la crise de la quarantaine d'un seul homme. Il n'est peut-être pas directement responsable de ce qui se passe, mais s'il n'avait pas été là, Wayne et son équipier seraient certainement encore en vie. Et maintenant,
il n'y a même pas de garantie que sa propre fille s'en sorte. Un conseil, la prochaine fois que tu feras des travaux dans ton sous-sol, commence par t'assurer d'abord qu'aucune famille de lézards de la mort n'y a emménagé avant toi. Tout n'est pas de ta faute. Mais tu ne gagneras pas non plus le prix du père de l'année, je le crains. Parce que Dave, tu as merdé. En voyant le corps de Wayne, Ali est tout à coup frappée d'une idée géniale. Après avoir soigneusement vérifié la zone pour voir s'il n'y avait pas d'alligator en embuscade, elle s'approche et attrape le Glock accroché à la ceinture de Wayne. Elle parvient enfin à égaliser un peu les chances. Et c'est pas trop tôt d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, un des alligators surgit de l'eau et prend son bras entier dans sa gueule, avec l'arme en plus. Hurlant de douleur, elle vide le chargeur depuis et dans l'intérieur du corps de l'alligator et parvient finalement à le tuer. Mais il coule au fond de l'eau en emportant l'arme avec lui. Et maintenant, son bras est lui aussi gravement blessé. Elle commence à ramper dans les tuyaux comme si elle s'échappait de la prison des évadés, déterminée à ne pas abandonner maintenant qu'elle est si proche de la liberté. Ali parvient enfin à rejoindre le canal, mais elle n'est pas encore en sécurité. Alors qu'elle nage en essayant de rester le plus près possible du fond, ses bulles finissent par alerter un alligator endormi. Et aussitôt, la chasse est ouverte. Ali nage pour sauver sa vie et elle atteint le rivage juste à temps. Mais au sous-sol, l'eau continue de monter et son père sera mort noyé dans quelques minutes. Elle attrape une chaise dans le patio arrière, passe la porte vitrée de la cuisine et voit son chien gratter le sol à l'endroit où son père est en train de se noyer. Réfléchissant rapidement, elle prend un pied de biche dans sa boîte à outils et commence à défoncer le plancher, faisant un trou juste assez grand pour y faire passer son père. Le temps qu'elle le remonte, il a déjà arrêté de respirer. Elle se met alors à pratiquer désespérément un massage cardiaque, faisant tout ce qu'elle peut pour le ramener à la vie. Et quand elle pense que tout est fini, elle lui frappe la poitrine des 2 poings, ce qui le ramène tout à coup à la vie. Ils doivent absolument se mettre à l'abri. Mais quand ils regardent à l'extérieur, ils se rendent compte que leurs véhicules sont tous les deux complètement sous l'eau. Ce qui veut dire qu'ils ne sortiront pas de sitôt de la zone inondée. Du coup, son père leur suggère d'aller chercher le bateau des pillards à la station-service de l'autre côté de la rue. Mais le chemin qui y mène est littéralement infesté d'alligators. Ali n'est pas très confiante dans ce plan, mais il la rassure en lui disant que comme les alligators chassent principalement en sentant les perturbations dans l'eau, ils devraient pouvoir se déplacer sous le couvert de la tempête, tant qu'ils ne font pas trop de bruit. Ok, sérieusement, donc marcher lentement serait apparemment le meilleur plan qu'ils puissent trouver? Je ne pense pas que ce soit le cas. Je veux bien avouer que leurs options sont limitées, bien sûr, mais après être arrivé jusqu'ici, je suis sûre que je ne me servirai pas aux alligators sur un plateau d'argent comme ils sont sur le point de le faire. Ils n'ont peut-être pas grand-chose pour travailler, mais voyons si nous ne pourrions pas trouver une meilleure approche. Ça devrait être évident pour toute personne ayant un minimum de neurones. Mais aller dans l'eau, c'est s'attirer des ennuis. Non seulement il y a des alligators, mais ils pourraient facilement être entraînés par une crue soudaine et forte. Et les lignes électriques tombées au sol représentent également un danger mortel. S'ils sont vraiment déterminés à traverser la rue pour rejoindre ce bateau, ils devraient essayer de trouver un moyen plus sûr de le faire. Maintenant, je ne sais pas si c'est le stress qui les gagne ou quoi, mais ils oublient complètement le gros kayak qui était suspendu dans le garage. Monter à bord de ce truc rendrait le voyage beaucoup plus sûr. Et si pour une raison ou une autre ce n'était pas possible, ils pourraient même essayer de créer un radeau de fortune avec une des portes ou un autre meuble de la maison. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait, mais juste assez pour les maintenir hors de l'eau jusqu'à ce qu'ils puissent atteindre le bateau. Personnellement, je ne prendrais même pas la peine d'essayer une traversée aussi risquée, parce qu'en entrant dans la maison, Ali a vu 2 hélicoptères de sauvetage passer quand elle se trouvait dans le jardin. Il y a de fortes chances que ces hélicoptères repassent, alors si c'était moi, je jouerais la carte de la sécurité et j'irais directement sur le toit de la maison au lieu de faire ça. De cette façon, il n'aurait pas à s'inquiéter des alligators. Il pourrait simplement s'asseoir et se détendre en attendant patiemment l'arrivée des secours. À peine sont-ils tous les deux montés dans le bateau qu'ils voient une vague gigantesque s'abattre d'un coup sur eux. Ils n'ont pas le temps de s'éloigner. Et les eaux de crue emportent immédiatement tout le bateau, les envoyant s'écraser contre la fenêtre avant de la maison dont ils venaient à peine de se tirer. La vague renverse le bateau, envoie Ali, son père et leur chien dans différentes parties de la maison et remplit tout l'endroit d'eau jusqu'à la taille. Ali parvient à grimper sur le plan de travail de la cuisine et commence à se diriger lentement vers l'autre côté de la pièce, tandis que son père lui crie de la rejoindre dans les escaliers. Au même moment, son père trouve une urne qui flotte près des escaliers, mais au lieu de contenir les cendres de quelqu'un, elle est en fait remplie de fusées éclairantes. Allez comprendre. Dans l'escalier, son père trouve leur chien en train de nager pour sauver sa vie. Mais au moment où il le met à l'abri, les alligators reviennent et l'un d'entre eux attrape papa par le bras et l'entraîne sous la surface de l'eau. Il se bat pour sa vie, mais l'alligator se lance dans une roulade mortelle et finit par lui arracher toute la partie avant de son bras en dessous du coude.
Ali arrive juste à ce moment-là. Et maintenant, l'alligator décide de s'en prendre à elle. N'ayant nulle part où aller, elle se réfugie dans la douche. Et heureusement, la porte vitrée est assez solide pour empêcher l'alligator d'entrer. Ce qui donne une idée à Ali. Elle ouvre la paroi coulissante et attire ingénieusement l'alligator vers elle avant de sortir rapidement par le dessus de la vitre et de claquer la porte derrière elle, piégeant temporairement l'alligator à l'intérieur. Ils sont sur le point de se réunir et de commencer à grimper vers le grenier, mais au moment où elle s'apprête à suivre son père, Ali remarque un projecteur d'hélicoptère qui éclaire à travers la fenêtre du 2e étage. Elle allume une fusée éclairante et se précipite pour attirer l'attention de l'hélicoptère, mais elle finit par attirer l'attention d'un alligator à la place. Le monstre s'écrase directement sur la fenêtre de sa chambre, laissant Ali coincée sans aucun moyen de retourner dans le reste de la maison. Alors qu'elle regarde autour d'elle en essayant de prévoir d'où viendra la prochaine attaque, l'alligator surgit par derrière et l'attrape par l'épaule, la traînant au sol et se lançant directement dans une roulade de la mort. Les choses ne se présentent pas bien pour Ali. Mais au dernier moment, elle réussit à attraper la fusée étanche et à la planter directement dans l'œil de l'alligator, ce qui lui permet de se libérer. Son évasion n'est cependant que temporaire, parce que pendant qu'elle nage vers la sécurité du toit, l'alligator revient à la charge. Et cette fois, elle est complètement exposée. Son seul espoir est d'utiliser la gouttière de la maison pour le retenir. Et heureusement, un malheureux poteau électrique s'effondre et repousse l'alligator, la sauvant de justesse. Avec son seul bras valide, son père tire Ali sur le toit et ils s'effondrent l'un contre l'autre d'épuisement, soulagés d'être encore en vie. Au loin, il voit l'hélicoptère de secours faire un autre passage et Ali allume la dernière fusée éclairante et elle parvient enfin à attirer leur attention. Malgré tout ce qui s'est passé, ils ont réussi à survivre tous les deux et maintenant, ils connaissent la leçon la plus importante qui soit. Quittez la Floride tant que vous en avez encore la possibilité. Mais qu'auriez-vous fait? Moi, je sais ce que je ferais si j'étais dans le sous-sol d'une maison pendant une tempête et que je voyais un alligator. Je tenterais ma chance avec la tempête. Mais donnez-moi vos idées dans les commentaires, les gars. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!